Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je voulais juste revenir sur cette information, puisque les députés sont allés assez vite et approuvent la création d'un droit à l'aide à mourir en rétablissant le principe de l'auto-administration de la substance létale. Alors, il y aura un vote sur l'ensemble du texte qui est prévu dans 10 jours, le 27 mai. Les discussions s'annonçaient extrêmement tendues. On a bien vu que c'était un sujet qui a énormément alimenté de débats. Et là, les députés sont d'accord pour un droit à l'aide à mourir. Semble-t-il, que disent-ils Alors voilà, l'hémicycle est revenu sur la version adoptée en commission qui accordait à la personne souhaitant recourir à l'aide à mourir la liberté de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier. Voilà, seule une personne dans l'incapacité physique de le faire pourra bénéficier de l'aide d'un soignant. Oui, Nathan. C'est peut-être une des lois les plus importantes, un des projets de loi les plus importants des dernières années, et qui doit faire, je crois, l'objet d'une réflexion collective, parce qu'en fait, on va légiférer sur notre rapport à la mort. Donc on est à mi-chemin entre la métaphysique et la politique. On parlait beaucoup là récemment des référendums. Peut-être que là, vous voyez, il y aurait un vrai débat dont toute la société doit s'emparer, parce que c'est un changement qui va être majeur. Ce que j'observe, c'est que, évidemment, chacun et chacune d'entre nous, c'est très difficile d'avoir un regard froid sur cette question, parce que pour beaucoup, pour la plupart, on a pu être confronté personnellement à des situations où ça se posait dans le cas de proches. Et évidemment qu'en fonction de ce qu'on a pu vivre, chacun et chacune, on va avoir un regard qui va être premièrement différent, mais avec une sensibilité qui est exacerbée, parce qu'on touche à un point très sensible. Il me semble que la chose qu'il faut prendre en compte, c'est que dans cette notion d'aide active à mourir, que ce soit auto-administré ou pas pour les personnes en incapacité, ce qui change, c'est de se dire, évidemment sous réserve de la liberté individuelle, mais que la mort n'est plus seulement un moment que l'individu subit sans avoir aucune prise sur lui. Et qu'évidemment, en étant à milieu du suicide, parce que c'est pas du tout le sujet, mais que la liberté individuelle, le bien-être individuel, l'autonomie individuelle, autrement dit un projet d'existence, peut aussi s'approprier d'une manière ou d'une autre les derniers jours qui existent dans une vie. Et je crois que dans la philosophie occidentale, nous avons aussi, même dans un lointain héritage, l'héritage des Romains, l'héritage des Stoïciens, une compréhension de la mort comme événement qui peut être aussi choisi. Je parle pas du suicide, mais on peut choisir la manière dont on envisage le fait de devoir mourir. Et je crois que c'est ça le changement. En tout cas, c'est comme ça que pour ma part, je me positionnerai par rapport à lui. Raphaël Saint-Ville. C'est intéressant parce que Nathan semble d'emblée évacuer l'idée que ce qui est proposé, discuté aujourd'hui, relève du suicide assisté. Précisément, les mots ont été installés dans le débat pour essayer d'écarter l'idée que ce serait un suicide assisté. Mais c'est un suicide. Et l'idée même de l'évacuer comme ça, la gêne que vous pouvez avoir à l'évoquer en ces termes montre quelque chose qui est perturbant pour tout le monde. C'est qu'on a dans la même société des lois, des injonctions qui nous incitent à venir au secours sous peine d'en répondre pénalement si on ne venait pas à venir porter assistance à quelqu'un qui voudrait mettre fin à sa vie, et de l'autre, finalement, un encouragement à la mort. Et on voit que cette question, et Nathan a raison, elle est vertigineuse. C'est une question civilisationnelle, anthropologique. On est à un moment de bascule. Et je pense que même la rapidité, vous avez souligné, Pascal, que vous pensiez que ces débats allaient être peut-être longs et houleux, et finalement, de manière presque extrêmement précipitée, on a un accord, un consensus pour cette aide à mourir, cette euthanasie. C'est troublant, en fait, que les choses aillent si vite, comme si on ne mesurait pas les basculements, les conséquences pour les personnes qui aujourd'hui sont frappées de maladies incurables, mais pour d'autres aussi. Et je pense notamment à ces personnes trisomiques qui, d'un coup d'un seul, parce que leur libre choix ne peut pas être engagé, mais pourraient être
soumis aux mêmes conséquences de ce vote. Il y a vraiment quelque chose qui vous met mal à l'aise, Raphaël Steinville. Qui me met mais éminemment mal à l'aise. Nathan aussi est mal à l'aise. On est tous mal à l'aise vis-à-vis de cette question. Le législateur ne devrait pouvoir prendre ce genre de voter ce genre de loi que la main tremblante. Parce que c'est vertigineux. Et les exemples voisins nous montrent que malgré tous les garde-fous qui ont été soi-disant installés pour encadrer au mieux, au plus strict cette loi, ont été au fur et à mesure balayés les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on est passé de maladies incurables, de personnes qui étaient à l'agonie, à des adolescents qui, certes, souffraient en leur chair, peut-être même parfois dans leur tête, et qui ont eu accès à cette euthanasie. Moi, je pense que ça doit interroger notre société. Ça doit être encadré, évidemment. Ça doit être dans un cadre très précis. Peut-être une maladie incurable, Pascal, par exemple. Vous dites ça doit être encadré. Oui. C'est Jean-Louis Touraine, l'un des promoteurs de la loi sur l'euthanasie depuis des années, qui nous expliquait que le législateur aujourd'hui en l'état devait accepter même une loi à minima, parce que la stratégie, c'est la stratégie du pied dans la porte. Vous commencez, ce que vous avez obtenu, vous le prenez, et après tous les ans, vous revenez et vous demandez des avancées toujours plus grandes. C'est ça qui est glaçant en fait dans le projet qui n'est pas forcément mis tel quel sur la table, mais dont la visée est vraiment pour beaucoup. Vous craignez quelle dérive, Nathan? Quelle dérive? Moi, ce feu vert. Je suis d'accord sur un point, c'est le fait que quelle que soit la décision qu'on va prendre, il faut le faire la main tremblante. Parce qu'on n'est pas du tout là en train de débattre d'un sujet, enfin tous les sujets sont importants, mais d'un sujet sur une hausse de taxes, etc. Là, on est sur la question la plus importante qui détermine le sens de l'existence et la manière dont la métaphysique croise le politique. Ça, c'est le premier point d'accord. Le fait de ne pas évacuer la comparaison avec le suicide, je vous suis aussi. Parce qu'il y a évidemment un modèle de société dans lequel il ne faut pas rentrer. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir au cadre. Mais chaque fois qu'on va donner un nouveau droit en politique, qu'on pose un droit, on ne le fait qu'à condition de déterminer un cadre. Sinon, les droits n'existent pas sans cadre. Le modèle dans lequel il ne faut pas rentrer, c'est le modèle suisse. Celui que décrivait Houellebecq dans La carte et le territoire, avec le père du narrateur, qui à un moment en avait assez de la vie, il était un peu déprimé, et il dit à son fils, à Noël ou au Nouvel An, il lui dit « Bon, je vais partir en Suisse », et il part en Suisse dans une sorte de clinique où il se fait euthanasier comme ça, mais sans raison autre que une sorte de déprimisme ambiant, et son fils, le narrateur, va venir même casser la figure aux infirmières de cette clinique parce qu'il trouve ça abominable. Mais si on est d'accord je pense, sur le refus de ce modèle-là, je cite Michel Houellebecq pas par hasard, parce qu'il a fait un texte sur l'aide à mourir, où il avait dit « Une civilisation qui franchira ce pas-là ne mérite plus, à ses yeux, d'exister ». Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense que le projet qui est porté par ceux qui défendent ce droit, c'est pas du tout de dire maintenant une personne âgée, étant donné qu'elle est plus productive, il faut la tuer parce que c'est fatigant de l'avoir à sa charge. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire que, encore une fois, en respectant la liberté de chaque individu, quelqu'un qui est dans d'atroces souffrances, dans des maladies qui sont terribles, qu'il ait envie, qu'il ait pris la décision, c'est pas une envie, de ne pas avoir à se sentir vivre ce martyre jusqu'au bout dans des conditions atroces, et qu'il n'ait pas envie de se suicider pour sortir de là. D'abord, il y a des gens qui peuvent pas se suicider, mais qu'il n'ait pas envie, pour le coup, qu'il n'ait pas pris cette décision de se dire « je n'ai pas envie de me suicider et j'ai envie que, dans le cadre de la médecine, je puisse avoir une autre porte de sortie que celle des souffrances intenables », ça existe. Il y a des malades qui ont cette décision. Ceux qui ne veulent pas rentrer là-dedans, évidemment, il faut jamais les forcer, il faut jamais les contraindre, il faut jamais les influencer, mais ça me semble important, et je ne pense pas du tout que ce soit contraire ni à la médecine, ni au serment d'Hippocrate. Parce que dans la condition qui est la nôtre, d'être mortel... Non, vous pouvez pas dire ça, Nathan. Pardon, vous pouvez pas dire ça. Les médecins... est-ce que vous avez déjà entendu un médecin justement prononcer ce serment d'Hippocrate le jour où il est fait docteur en médecine? Les mots ont un sens. Les mots sont lourds. Ils doivent porter assistance, ils doivent accompagner, essayer de soigner, de guérir. Là, c'est précisément l'inverse. L'inverse qui est donné de manière... et je pense qu'aucun médecin ne la réclame. Ils sont parfois confrontés à cette ambiguïté. Mais la loi Claes-Leonetti, qui est une loi d'équilibre, permet déjà d'une certaine manière
non pas de régler tous les cas. Il y aura toujours des cas qui dépassent ce que le cadre de la loi a prévu. Mais d'aller encore plus loin, c'est plonger, et c'est même transformer tout le rapport entre les patients et les médecins. Je sais que vous êtes passionné d'actualité, que vous avez pu entendre Claire Fourcade, qui représente 800 000 médecins et soignants qui sont en soins palliatifs, qui sont confrontés tous les jours à la mort. Tous les jours à la mort. Et ils savent à quel point cette loi, si elle devait basculer, si ça devait être une loi d'euthanasie au lieu d'être seulement une loi pour renforcer les soins palliatifs, qui est une chose absolument merveilleuse que de défendre, non pas jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'acharnement, la vie, mais pour que la vie, dans ses derniers souffles, dans ses derniers instants, ne soit pas une douleur infinie, mais au contraire qu'on puisse soulager cette douleur et respecter la dignité de l'homme. On a tellement travesti les mots de ce débat. On ne parle plus d'euthanasie, on parle de droit à mourir dans la dignité, de suicide assisté. Même d'euthanasie, si vous voulez. Oui, mais vous voyez bien que ces promoteurs, ceux qui défendent cette loi, ont tout fait pour pervertir les mots, pour évacuer la charge qui est derrière l'acte qui est commis par les uns et par les autres. Mais vous reconnaîtrez que moi je l'évacue pas, cette charge. Sur la comparaison avec le suicide, je vous ai pas dit c'est incomparable, et sur le mot d'euthanasie, moi je suis pas contre d'employer ce mot, mais je pense que dans le fait de ne pas travestir les termes du débat, il faut aussi voir que ça correspond à un problème qui est très précis. C'est qu'aujourd'hui il y a une réalité qui est précise. Dans les soins palliatifs que vous mentionnez, même quand les soins fonctionnent bien, il y a des gens des patients qui disent je ne veux pas, et ça existe, et c'est ce problème là que la loi pointe du doigt, quelle que soit notre position ensuite sur le sujet.